Es-tu mindful maintenant? Bienvenue dans ce premier épisode de la Mindful Conversation. On fait les présentations. Moi, c'est Harmonie Bensoussan, fondatrice du projet Trait Design, un projet créatif basé sur la pleine conscience. Après 10 ans d'entrepreneuriat, je change de voie et m'intéresse à la méditation en pleine conscience ou mindfulness. Ayant eu des traumas, ayant beaucoup de stress, ayant du mal à dormir, la méditation a changé ma vie. Et aujourd'hui, j'ai envie de le partager avec le plus grand nombre pour vous aider, vous aussi, à vous faire du bien, à vous recentrer sur vous-même. J'ai créé le projet Mindful Dose pour proposer des accompagnements en ligne autour de la pleine conscience à qui le souhaite. Et aujourd'hui, je crée donc la Mindful Conversation, ce podcast, pour étendre ce projet grâce à des conversations inspirantes avec des personnalités, des personnes qui ont changé mon parcours personnel et qui, je l'espère, vous guideront dans le vôtre. Prêt? Alors aujourd'hui, on va discuter avec Jonathan Lehman. C'est presque mon gourou. Il m'a fait rire, il m'inspire. Ses livres ont changé ma vie. Ses méditations m'accompagnent toujours. J'avais envie qu'on aborde le sujet être présent avec lui aujourd'hui. Je vous laisse, bonne écoute, et comme vous avez l'habitude sûrement maintenant, si ce podcast vous plaît, je vous invite à laisser un gentil comment, un gentil commentaire, pour m'aider à le rendre le plus visible possible. Bonne écoute. Salut Jonathan, Salut Harmonie. bienvenue dans cette Mindful Conversation, premier épisode de cette série de podcasts que je lance. C'est un bonheur de t'accueillir en première invitée. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ouais, je t'en prie, je suis ravi Harmonie. Comme tu le sais, je vais quand même le dire pour nos auditeurs, je t'ai saoulé. C'est important de le dire. Déjà, on a eu du mal à la caler, mais surtout, je tenais à dire que toi, Jonathan Lehman, tu fais partie de ces gens qui ont marqué mon parcours personnel. Entre autres, on y retrouve dans ces gens-là, dans ce panthéon, on y retrouve Tal Ben-Shahar, Martin Seligman. Et c'est vrai que toi, souvent, quand j'offre ton bouquin à mes amis, d'ailleurs, je te prouve qu'il est là, il est vraiment là. Ouais. Ah, génial. Euh, Souvent, je dis que t'es moi en mec, en plus vieux et en plus successful. Voilà, c'est pour l'introduction. D'accord. Ouais. Bon, en tout cas, je suis en très bonne compagnie avec ces pionniers de la psychologie positive. Je suis hyper flatté. Je ne sais pas si je mérite vraiment d'être mis dans ce panthéon, mais il paraît qu'il faut savoir accepter les compliments. Et puis, je dirais pas que tu m'as saoulé, je dirais que tu as été tenace et intrépide comme toute bonne entrepreneuse qui se doit. Donc, voilà. Merci, Jonathan. Du coup, pour commencer, souvent les interviews, et j'ai écouté pas mal de tes podcasts, on veut présenter l'invité forcément. Et du coup, j'ai entendu beaucoup d'introductions à ton sujet. Je vais dire plein de mots, de qualificatifs. Tu me diras si je me trompe, tu m'arrêtes. Mais alors, Jonathan Lehman, on peut dire qu'il est méditant, étudiant du bonheur, blogueur, conférencier, professeur de méditation, auteur. Donc moi, j'ai décidé finalement de te présenter comme un slasher, mais au sens positif, comme cette génération à laquelle on appartient, moi également, qui se laisse pas poser d'étiquette. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, je pense que c'est bien, mais si tu veux, pour moi, le terme slasher, il parle, euh, il parle pas de la substance. C'est pour ça que moi, en fait, au final, on me demande de choisir une étiquette, celle que je choisis, c'est étudiant du bonheur. Parce que, en fait, le plus petit dénominateur commun de tout ce que je fais, c'est d'étudier le bonheur de façon théorique et pratique, et ensuite de partager ce que j'ai appris dans cette étude. Et donc, tout ce que je fais, tout ce que tu as dit, que ce soit les conférences, les bouquins, les méditations, tout ça, ça rentre en fait dans cette catégorie d'étudiants du bonheur. Et je pense que le terme bonheur est important parce que c'est de ça dont il s'agit, et étudiant aussi parce que
Évidemment, je prétends pas être un maître, mais juste quelqu'un qui s'est lancé sur un chemin et qui partage ce qu'il a appris avec d'autres. Effectivement, ça résonne beaucoup auprès de moi et sûrement auprès d'autres, merci. Donc je comprends, étudiant du bonheur. Donc ce programme, cette interview, elle intervient dans le cadre d'un programme qui s'appelle la Mindful Dose que je lance pour accompagner ma petite communauté en méditation mindfulness, pleine conscience. Et le premier thème de ce programme, qui est aussi un thème fondateur forcément lié à la pleine conscience, c'est être présent, la présence. Déjà, ça t'inspire quoi comme ça, la présence? La présence que ça m'inspire, c'est déjà une impossibilité. C'est extrêmement difficile d'être présent parce qu'on a un mental compulsif qui nous parle sans cesse du passé et du futur. Et déjà, il y a une prise de conscience par rapport à ça. Eric Fromm, dans L'Art d'aimer, il dit tout art a trois composantes, une composante théorique, une composante pratique et la fusion des deux qui est l'intuition et qui fait que tu commences à maîtriser ton art. D'ailleurs, je recommande L'Art d'aimer, ce livre magnifique à toutes les personnes qui écouteront cette conversation. Et je pense que la présence, c'est effectivement un art. Et donc, il faut comprendre la théorie de la présence qui est le mental compulsif, le fait qu'on ne pense qu'au passé et au futur, le fait qu'on a un mental auquel on s'identifie, mais qu'on peut remettre ce mental à cette place d'objet. Donc toute cette théorie-là qu'on trouve dans les écrits de Eckhart Tolle, que moi j'essaye de paraphraser à ma manière, elle est extrêmement importante. Ensuite, il y a la pratique. La pratique, c'est la pratique de la méditation. La méditation peut se définir tout simplement au travers de deux concepts qui sont l'attention à l'instant présent. Et plus je pratique la méditation, plus je muscle ma faculté d'attention, plus j'ouvre cet espace vers l'instant présent. Et ensuite, effectivement, si je fusionne cette théorie et cette pratique, je vais arriver à cette intuition dans l'art d'être présent dont parle Eric Fromm et qui pourrait se résumer, si tu prends la terminologie de Eckhart Tolle, dans l'idée d'augmenter l'espace entre la perception et l'interprétation. C'est mon moi présent qui perçoit, mais mon moi histoire qui est dans le passé et le futur qui interprète. Et je ne peux pas m'empêcher d'interpréter tout ce que la vie met devant moi. En revanche, ce que je peux faire, c'est augmenter le temps qu'il y a entre le moment de perception et le moment d'interprétation. Et plus j'augmente ce temps, plus j'arrive à être ici et maintenant. Mmh. Génial. Non, mais je suis fan. Je suis fan, encore plus fan. Et justement, si on parle de l'instant présent en ce moment même, moi je pense à ça, là, cette période qui est un peu bizarre de coronavirus. Et je trouve que d'un côté, c'est une invitation forcément à être plus dans l'instant présent parce que de toute façon, on a l'impression qu'on ne sait pas du tout s'il va y avoir un demain. Et en même temps, il y a quand même toujours cette anxiété très forte et cette tyrannie du mental qui va venir nous perturber dans l'instant présent avec cette obsession du qu'est-ce qu'il va y avoir demain. Donc, entre perception et interprétation, la distance est parfois large et en même temps parfois très courte, comme toujours finalement. Toi, tu le vis comment, ce moment particulier, cette période particulière en termes de présence? J'écoute, comme je la vis avec des challenges, mais je pense que j'ai la chance de la vivre beaucoup moins mal que beaucoup de gens. Euh, euh, et je pense que c'est fonction, de certaines circonstances de vie, mais c'est aussi fonction de tout ce travail. Tu sais, quand le confinement a commencé en France, j'ai eu l'impression que ça faisait 10 ans que je me préparais que pour ça. J'étais là, le confinement, ça m'a rappelé Vipassana, ça m'a rappelé plein de choses. Ça a été une période qui était exceptionnelle pour moi. Je pense que, tu sais, il y a ce mot en chinois, c'est le même mot pour crise et pour opportunité. Et il me semble qu'il y a une véritable opportunité dans cette crise pour une évolution spirituelle. Moi, j'ai parlé à des gens qui étaient dans la vie urbaine, dans la vie matérielle, et qui se sont rendus compte, grâce au confinement, ils avaient plus envie de connecter avec la nature, avec leur famille. Il y a beaucoup, beaucoup de gens. Moi, j'ai une application de méditation qui s'appelle Seven Mind, et on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui se sont mis à la méditation, qui ont compris en fait que il y avait une absence dans la vie qu'on vivait avant de vie intérieure et que tout était toujours tourné vers l'extérieur. Et maintenant qu'on nous enlève tous les trucs extérieurs, qu'on enlève les boîtes, les bars, etc., on voit que on a d'autres choix que de se tourner vers l'intérieur. Et se tourner vers l'intérieur, c'est être dans le silence, c'est être dans la présence.
et c'est connecté à autre chose, quelque chose de plus spirituel. Donc, ouais, je pense que c'est une magnifique opportunité. Je pense qu'il n'y a pas de hasard. Je pense que si je rentre dans des considérations mystiques, que la Terre est une intelligence supérieure, qu'elle veut notre bien comme elle veut le bien de tous les êtres qui sont dessus, et que la Terre, en voulant notre bien et l'évolution de la conscience humaine, eh ben, elle nous pousse vers notre évolution avec cette énorme crise, énorme opportunité. C'est beau, c'est positif. Et moi qui suis confinée en te parlant, ça me motive. Du coup, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure sur la tyrannie du mental, c'est un des deux concepts dont je voulais parler avec toi là aujourd'hui, qui reviennent dans tes livres. Euh, Notamment, j'ai vraiment retenu ce chiffre que je partage en méditation aussi avec les gens qui viennent à mes méditations, les 60 000 pensées par jour que notre fameux cerveau, telle une machine, produit. Euh, c'est vrai que, bah, ça, comme tu dis, là en période de corona, mais en général aussi, ça peut être un frein à la méditation. Moi, les gens qui viennent dans mes classes, souvent me disent, hier typiquement, elles me disent c'était génial. Par contre, bah, moi, j'ai pas décroché, mes pensées m'ont harcelé. Du coup, je pense que le sport, pour moi, ça marche mieux pour être présent. Qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là? Ce que je réponds à ces gens-là, c'est que ces activités, elles sont complémentaires. Les ingrédients du bonheur, les ingrédients de la conscience, c'est le sommeil, une bonne nutrition, de l'exercice physique et la gestion de la tyrannie du mental, la pratique de la méditation, la pratique de la gratitude. Quelqu'un qui te dit j'arrive pas, je veux pas faire de la méditation parce que j'ai trop de pensées, c'est comme quelqu'un qui va à la salle de sport et qui te dit, qui est en surpoids et qui te dit c'est pas pour moi, c'est trop difficile, j'y arrive pas. C'est le fait que ce soit trop difficile est justement le signe qu'il faut le faire. Le sport, c'est super, mais la pratique du silence, de l'immobilité nous permet de vraiment prendre conscience de la tyrannie du mental. Quelque part, le sport peut anesthésier cette tyrannie du mental. L'idée, c'est de pouvoir faire face à ça. Et c'est ça, notamment les retraites Vipassana, de voir le mental qui hurle et apprendre à gérer le mental qui hurle, parce que c'est que comme ça qu'on va réussir à véritablement presque éliminer le stress, la colère, la jalousie, la peur, la tristesse de nos vies. Et le sport, c'est génial et il faut en faire, mais ça peut être un moyen d'anesthésier ça. Je pense que le mental a souvent tendance à prendre position sur des choses qu'il ne connaît pas. Et tant qu'on n'a pas véritablement goûté à la méditation, on ne peut pas véritablement statuer dessus et de dire oui, mais moi, ma méditation, c'est la pêche ou c'est le jardinage ou c'est ça. C'est juste une mécompréhension de ce dont il s'agit. C'est comme si quelqu'un avait jamais eu d'expérience sexuelle et qui disait oui, mais moi, mon kiff d'essence, c'est la tarte aux pommes. Très bien, c'est bon la tarte aux pommes, mais le sexe, c'est bien aussi. Et ça peut être ça avec toutes les expériences. Je peux t'expliquer pendant des heures ce que c'est qu'un concert des Red Hot Chili Peppers, c'est comme c'est génial, mais si tu n'y as jamais été, tu ne sauras pas. C'est vrai avec de ça aussi avec la méditation, et je crois qu'on ne se rend pas compte à quel point on se convainc de choses qui sont fausses. Euh, euh, donc voilà ce que je répondrai. Super. Eh ben, je leur répondrai ça la prochaine fois. Je vais l'apprendre par cœur. Et l'autre thème qui revient forcément dans tes livres, c'est entre autres l'addiction. Donc toi, tu parles entre autres des drogues, mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est quand tu parles des réseaux sociaux. Bah, déjà parce que ça me touche personnellement. Je travaille sur le digital depuis 10 ans et je suis clairement addict, clairement, Mm. aux réseaux Mm. sociaux. Et donc, j'y travaille, j'en suis consciente. Je pense que ça touche beaucoup de gens aujourd'hui. Et tu dis cette chose qui m'a fait rire, tu es là genre, je ne veux pas être un moine qui va disparaître des réseaux sociaux complètement pour partir sur une vie silencieuse, donc je veux trouver une espèce d'équilibre, un espèce d'équilibre. Est-ce que tu Mm. crois que véritablement c'est possible? Alors je vais rajouter ici que j'ai rencontré Martin Seligman il y a 1 an et demi, j'ai eu cette chance-là, j'ai pu lui poser une seule question, c'était ça, c'est est-ce qu'on peut être heureux sur les réseaux sociaux? Et bon, la réponse, tu dois la connaître déjà, mais comme il m'expliquait, la data qu'ils ont récoltée depuis des années prouve que plus on est sur les réseaux sociaux et plus notre niveau de bonheur tend à diminuer. Donc, comment faire pour rester dans une vie moderne et connectée sans souffrir, sans laisser l'ego nous dominer? Je pense que je travaille avec un chaman avec qui on parle d'argent, de sexe, et ce qu'il dit, lui, il dit l'argent, le sexe, c'est des énergies qui sont neutres.
tout dépend de comment tu t'en sers. Je pense que c'est la même chose avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est quelque chose de neutre. Mais comme l'argent et comme le sexe, la question qui va se poser, parce que c'est des énergies qui sont très très fortes, la question qui va vite se poser, c'est est-ce que tu arrives à t'en servir comme d'un outil pour quelque chose de positif, ou est-ce que tu laisses cette énergie se servir de toi et t'asservir? Si tu prends l'exemple du sexe, tu peux te servir du sexe par amour pour connecter avec quelqu'un et ça peut être magnifique, mais tu peux te laisser complètement dominer par cette énergie et faire des choses qui sont absolument pas bonnes pour toi, détruire des vies. L'argent, c'est pareil. Tu peux te servir de ton argent pour acheter des choses qui te font du bien, qui font du bien autour de toi et tout, mais tu peux te servir de l'argent pour développer des addictions de fou, pour acheter des choses terribles, pour rentrer même dans des jeux de pouvoir. C'est pareil avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, tu peux t'en servir, tu peux t'en servir pour t'informer, tu peux t'en servir, mais pas trop, tu peux t'en servir pour rire, tu peux t'en servir pour partager, pour voir des choses incroyablement belles, mais évidemment, tu peux t'en servir et te laisser te servir de ça pour développer de la jalousie, de l'envie, du spleen. C'est terrible. Donc, je veux dire, les réseaux, c'est vraiment, je pense, une question de comment tu t'en sers. Moi, par exemple, sur Instagram, je suis pas d'amis, à part quelques-uns, mais j'ai arrêté. Je veux dire, le syndrome de je vois des potes qui sont en vacances toute l'année et qui ont l'air d'avoir une meilleure vie que nous, on l'a tous. Donc, j'enlève. Moi, je suis de l'art, je suis de l'humour, je suis du basket et du tennis parce que je suis très fan de ça et que ça me donne beaucoup de joie. Je vais te dire même quelque chose de confession, instant confession, mais bon, comme beaucoup de mecs, j'ai eu un moment où je suivais des filles sur Instagram parce que je les trouvais jolies et j'ai coupé tout ça, j'ai enlevé tout ça parce que c'est une très mauvaise, même si c'est pas vraiment méchant, c'est une très mauvaise allocation de mon énergie. Donc déjà, il y a la question pour les réseaux, je crois, de qu'est-ce que tu suis. Et évidemment, je suis beaucoup de spiritualité, de psychologie et donc le contenu en fait que j'ai sur Instagram aujourd'hui, c'est du contenu enrichissant pour moi. Mhm. C'est pas du contenu qui va me mettre mal. Après, je me sers des outils aussi pour limiter. Tu vois, j'ai une limite de temps sur Instagram. Puis je me sers du mode avion pas mal. Je pense que c'est très important d'attendre le matin. Moi, j'essaye d'attendre, si possible, en fonction de l'heure de mon réveil, au moins 1 heure, parfois 2 heures, parfois 3 heures Wow. avant de mettre après le réveil, parce que ces moments-là, moments de méditation, moments de petit déjeuner, moments de réveil, c'est des moments vraiment qui sont bien pour être sans les réseaux. J'essaye de le faire, j'arrive moins souvent à le faire le soir, mais j'essaye de faire le soir aussi. En tout cas, il y a toujours un moment de lecture, parfois un petit moment de méditation le soir, après avoir mis le téléphone sur mode avion. Voilà, après, il y a plein de techniques, hein, mais je pense que c'est important, avec ces énergies fortes, d'être vigilant. Super, Mm. merci. Du coup, programme qui s'appelle Mindful Dose, c'est l'idée de proposer des petites doses de pleine conscience. Donc, je te demande si ça t'inspire, oui, si ça t'inspire pas, non. Mais par exemple, est-ce qu'il y a un mantra ou une affirmation qui, toi, te permet de revenir à l'instant présent quand tu es agité ou stressé? Écoute, la première chose qui me vient en tête quand tu me dis ça, c'est la première affirmation que j'ai écrite dans mes méditations, c'est: je ne peux pas changer le passé, mais je peux toujours faire de mon mieux ici et maintenant. Je ne peux pas changer le passé, mais je peux toujours faire de mon mieux ici et maintenant. Je me répète cette phrase constamment parce que je suis constamment en train de me dire: j'aurais dû, j'aurais pu, est-ce qu'il n'aurait pas fallu que, est-ce qu'il n'aurait pas fallu. Et tu peux perdre une énergie et un temps de dingue à faire ça. Et en fait, quand je me répète ça, je coupe court et je reviens à l'instant présent et je me pose la question: qu'est-ce que je peux faire au mieux ici et maintenant pour améliorer ma situation, si c'est ça que j'ai besoin de faire. Super, elle m'a beaucoup aidé. Je l'ai pratiquée dans tes méditations, elle m'a beaucoup aidé. Ah ouais, cool. Autre mindful dose, un exercice de respi ou une technique de méditation que tu conseilles, que les gens peuvent appliquer en cas d'agitation pour être plus présent. Écoute, bon, moi, il y a des méditations guidées que je propose, notamment sur mon appli Seven Mind, de respiration lente, où tu prends comme encre l'air froid qui entre, l'air chaud qui sort. Et une technique que j'aime bien, qui est facile, qui n'a pas besoin d'être guidée, c'est la technique que j'appelle le 3 x 10,
où en fait tu comptes les respirations, donc tu fermes les yeux, tu te mets immobile et tu comptes 1 à l'inspire, 2 à l'expire, 3 à l'inspire, 4 à l'expire, et cetera jusqu'à 10 et tu fais 3 séries de 10. Si jamais tu te perds et tu sais plus où tu en es, tu reviens, au début d'une série et ça c'est, on t'essaye d'allonger la respiration le plus possible, tu respires par le nez, et ça c'est quelque chose, dont je me sers de temps en temps, notamment avant un appel important, avant un rendez-vous et qui m'aide énormément. Super. Et peut-être un track, une chanson qui toi te fait du bien et te permet de revenir ici et maintenant quand tu es stressé ou anxieux. Le premier truc qui me vient quand tu dis ça, c'est, le mantra de Ganesh. C'est quoi? C'est, Om Gam Ganapataye Namo Nama Tilin Tilila Titu Namo Nama. Ça, j'adore, elle dure 45 minutes. Si sur YouTube, tu cherches mantra Ganesh, et tu trouves ça. C'est un mec qui chante avec un chœur. C'est génial. Peut-être je Génial. te la trouverai, je te l'enverrai. Tu pourras la coller quelque part pour, si ça Cool, t'intéresse. on va la coller. Et écoute, bah déjà merci. Et juste, j'avais une question curiosité pour finir cet entretien qui était de savoir cette fameuse voix dans ta tête qui est une connasse. Hmm. Euh, Est-ce que tu as réussi à la faire taire, cette connasse? Tu la fais jamais taire. Tu peux pas la faire taire, mais tu peux devenir tellement ami avec elle et de mieux en mieux et apprendre à en faire ta meilleure amie. Donc ça passe de ta connasse à Laurie, ta meilleure amie. Euh, mais mais c'est ça en fait. C'est comment est-ce que toute l'idée je peux résumer mon travail en disant que le mental est un chien fou et que le but c'est de transformer le chien fou en chien de garde, en chien d'aveugle. Et aujourd'hui, je peux dire que, bien sûr que mon chien, il est fou de temps en temps et qu'il mord avec du stress, avec de la colère, avec de la frustration, et qu'il va mourir, mordre d'autres avec des conflits et tout, mais tellement moins qu'avant. Et il y a tellement de moments où il me donne des bonnes idées, où il me donne de la gratitude, où à force de l'avoir entraîné, à force de l'avoir dressé, parce que c'est un travail quotidien, c'est un travail qui demande de la discipline, comme de dresser un chien. Mais sauf que là, c'est un chien qui est quand même qui est particulièrement intelligent, et qui déjoue toujours tous les tours que tu essayes de lui jouer. J'avais une amie qui me disait en anglais, elle me disait My ego is getting smarter. Hmm. Et je trouve que ça résume vachement bien. Et c'est ça, c'est vrai, plus on travaille et plus on trouve un moyen de mettre l'ego de côté, plus l'ego il trouve un autre chemin. Mais ouais, aujourd'hui, cette voix, c'est quand même, je peux dire que c'est devenu ma meilleure amie. Oh, c'est joli, ça, c'est une belle conclusion. Merci beaucoup, Jonathan. Si on veut te suivre, on te suit sur les réseaux sociaux de façon mindful, les antisèches du bonheur. Ton dernier livre, Les antisèches du bonheur, est disponible partout, 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 partout. J'arrive pas à le commander à Tel Aviv, mais bon, Ah ça. bon? Ouais, sur Amazon, j'ai même tenté sur Amazon, pas Ouais, possible. ouais. Donc, faudra que je rentre pour pouvoir en acheter quelques copies. Et, euh, et ton application Seven Mind si on veut méditer avec toi, c'est ça? Et mon application Seven Mind si on veut méditer avec moi, exactement. Super, eh ben merci Jonathan, prends bien soin de toi. Je t'en prie, merci à toi, Harmonie.